Je suis Héloïse. J'ai 72 ans et ce soir, j'ai appris ma place dans l'histoire de mon fils. L'air était chargé du parfum des magnolias qui montaient de la rivière. Ce genre de soirée à Charleston où le ciel vire au cuivré avant de se noircir. J'avais porté une robe de soie pâle et les boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait offertes, pensant qu'elles pouvaient encore signifier quelque chose. Depuis la pelouse, j'entendais le quatuor jouer sous le scintillement des guirlandes lumineuses. C'était censé être une soirée de fête familiale et de fierté. Au lieu d'être conduite vers la longue table au centre de la réception, on m'a conduite par une porte latérale dans une pièce exiguë derrière la cuisine. Des serveurs en chemise blanche passaient devant moi avec des plateaux d'huîtres et de champagne. Leurs chaussures claquaient sur le carrelage, leur voix chuchotait tandis qu'ils me regardaient. La table qu'ils m'indiquaient était coincée entre un chariot roulant d'assiettes empilées et une porte battante qui claquait chaque fois que quelqu'un apportait de la nourriture aux clients dehors. Harper, ma nouvelle belle-fille, fit irruption dans la pièce, vêtue de sa robe de dentelle, tout en dents et en diamants. Elle s'arrêta près du comptoir où les serveurs attendaient et parla juste assez fort pour que ses mots soient entendus. « L'aide cuisinière peut manger ici. » Elle ne me regarda pas. Son regard me parcourut par-dessus mon épaule, me transperçant comme si je n'étais rien de plus que du papier peint. Quelques employés s'agitèrent, mal à l'aise, faisant semblant de se concentrer sur leur plateau. J'aperçus Lucas par la porte ouverte. Mon fils, mon unique enfant, se tenait au milieu d'un groupe d'hommes discutant d'une nouvelle affaire immobilière. Ses menottes brillaient à la lumière tandis qu'il les ajustait, hochant la tête et souriant au bon moment. Il avait vu le petit numéro d'Harper. Il m'avait vu. Il ne fit rien. La flûte de champagne dans ma main était froide et perlée d'humidité. Mes doigts se crispèrent sur le pied, sentant le poids des années qui nous séparaient. Les rires de la réception flottaient, minuscules et lointains, mêlés au tintement des verres. Mon pouls ralentit, mon esprit s'éclaircit. Je posai le champagne intact sur la table et fouillai dans ma petite pochette. Le téléphone me semblait solide dans la main, d'un poids familier. J'appuyai sur un numéro. Victor répondit à la deuxième sonnerie. Annuler le contrat immobilier de 28 millions de dollars que Lucas prévoit d'annoncer ce soir. Ma voix était posée, presque douce. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, le son d'une respiration. Compris, dit-il. Je refermai le téléphone et le remis dans ma pochette. La porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une lueur dorée provenant de la réception. Je me rassis dans mon fauteuil et écoutai la musique feutrée. Dehors, ils dansaient, riaient, trinquaient à un avenir qu'ils croyaient déjà leur appartenir. Dans cette petite pièce surchauffée, je laissai le silence s'installer autour de moi. Ce n'était pas une défaite. C'était le premier pas. J'avais 38 ans lorsque mon mari est décédé, me laissant avec une hypothèque, un garçon de 4 ans et un cœur qui semblait avoir été vidé. Il n'y avait pas de manne financière, pas de fortune familiale pour amortir le choc. Je n'avais qu'une table de salle à manger, une lampe de bureau d'occasion et un diplôme d'architecture d'intérieur que je n'avais pas utilisé depuis des années. Le soir, une fois Lucas endormi, j'étalais du papier calque et taillais des crayons, me disant qu'un jour ces lignes prendraient forme. Les clients arrivaient petit à petit. Au début, des voisins qui voulaient une véranda ont fait venir le cousin d'un ami qui avait besoin de refaire sa déco. Je rédigeais des contrats à l'endroit même où je préparais le petit déjeuner, déplaçant les bols de céréales pour faire de la place au plan. Lucas apprit très tôt à faire la sieste, au son de la sonnerie de mon téléphone à cadran, son petit corps recroquevillé sur le canapé, tandis que je discutais d'échantillons de carrelage avec les fournisseurs. Il appelait mon portefeuille en cuir le dossier magique de maman. Chaque fois que je le refermais, il me demandait si cela signifiait que j'avais gagné de l'argent pour les courses. Au lycée, A&Co était devenue une marque connue de tous. Nous travaillions dans des magazines. J'avais une équipe de 10 personnes et un studio dont les fenêtres donnaient sur la rivière Ashley. Lucas passait après l'entraînement de foot, traçant des traces de boue et pointant du doigt des croquis accrochés au mur. À l'époque, je pensais que nous construisions ensemble. Lorsqu'il a rencontré Harper, j'ai essayé de lui souhaiter la bienvenue. Elle était vive, ambitieuse et toujours habillée comme si elle se rendait à une séance photo. Au début, j'ai cru que son intérêt pour l'entreprise était sincère, mais j'ai vite remarqué des changements. Ma collection de papier peint signature a soudainement été rebaptisée. Des brochures ont été distribuées sans ma photo, remplacées par des photos brillantes de Harper et Lucas sur scène. Des invitations pour le brunch annuel des héritages sont arrivées pour les membres du conseil d'administration, les investisseurs et même nos designers juniors, mais je ne les ai jamais reçus.
Je me suis dit que c'était un oubli, que l'équipe marketing expérimentait peut-être une nouvelle image. Mais la vérité s'est installée petit à petit. Comme l'eau qui s'infiltre dans une fondation jusqu'à ce qu'un jour on voit la fissure. J'étais toujours sur le papier en tête. On me demandait encore de sourire pour un article occasionnel sur les femmes entrepreneurs, mais les décisions ne m'appartenaient plus. Les réunions étaient programmées sans moi. Les projets étaient approuvés en mon absence. Les clients que j'avais entretenus pendant des décennies parlaient désormais de Lucas comme s'il avait rêvé de la création de l'entreprise. Ce n'était pas une grande trahison, mais une série de petits oublis délibérés. Chacun était enveloppé de politesse, accompagné d'un sourire qui disait que tout allait bien. J'ai appris à garder le visage impassible, à hocher la tête aux bons endroits, même si l'œuvre de ma vie m'échappait de plus en plus. C'est ça, la perte. Parfois, elle ne gronde pas comme une tempête. Parfois, elle s'installe discrètement, déplaçant les meubles jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse plus la pièce. 2 semaines avant le mariage, l'assistante de Harper a appelé ma régisseuse d'un ton enjoué qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Elle m'a dit que la styliste de la mariée allait récupérer plusieurs pièces du caveau familial. Elle a énuméré une liste comprenant la bague en saphir de ma grand-mère, le peigne en ivoire de ma mère et une broche en diamant portée sur les portraits de mariage de chaque génération. Elle a ajouté que j'avais déjà donné mon accord. Je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Ruth m'a transmis le message avec un regard qui me demandait si elle devait refuser. Je lui ai répondu non. Laissez-les avoir ce à quoi ils pensent avoir droit. Parfois, les gens vous disent exactement qui ils sont alors qu'ils croient que vous ne les en empêcherez pas. Ce soir-là, j'ai imaginé Harper devant son miroir, tournant la tête pour regarder le peigne, capter la lumière, glissant la bague à son doigt comme si elle l'attendait. J'ai laissé l'image s'installer dans mon esprit. C'était utile de savoir à quel point on pouvait se sentir à l'aise en portant ce qui ne nous appartenait pas. Le jour de mariage, l'air était lourd et chaud. Pendant que les invités sirotaient du champagne sur la pelouse, Harper était à l'étage, dans la suite nuptiale, posant pour les photographes. Les flashs des appareils photos s'allumèrent tandis qu'elle inclinait la tête juste assez pour montrer le peigne et laisser la bague scintiller sur sa peau. Sur le sein, Ruth se tenait dans sa posture de tailleur bleu marine, la voix calme et posée. Elle dit, « Madame et demande la restitution immédiate de tous les objets de famille de son coffre-fort personnel. » Harper rit, comme on le fait sur l'autoroute lorsqu'on pense pouvoir envoûter l'instant présent. Elle dit qu'il prenait encore des photos et qu'elle les rendrait après la lune de miel. Ruth ne bougea pas. Elle tendit une petite pochette en velours et répéta. Chaque mot était mesuré. La pièce se figea. Un stylet abaissa son fer à friser. Le regard de Harper se durcit, mais son sourire demeura intact. Une à une, elle retira la bague, la faisant glisser lentement, et la plaça dans la pochette. Le peigne suivit ses doigts, s'attardant comme s'il brûlait de le lâcher. Ruth hocha la tête sèchement et partit sans un mot. 10 minutes plus tard, elle me déposa la pochette. Le saphir était frais sur ma peau, le peigne en ivoire lisse après des années d'utilisation. Je les ai serrés des doigts, sentant le poids revenir. Ce n'étaient pas de simples ornements. C'était la preuve de mes origines, et personne ne pourrait me les enlever. À cet instant, j'ai su que mes limites n'étaient plus négociables. Le lendemain matin du mariage, j'ai appelé Victor et lui ai demandé de suspendre immédiatement tous les transferts de cadeaux de mariage à mon nom. Harper m'avait inscrite comme marraine de presque tous les articles somptueux de la liste de mariage, d'un fonds de voyage de 10 000 $ à des meubles sur mesure et des bagages de luxe. Je n'en avais jamais approuvé un seul. En quelques heures, les comptes étaient gelés. Les fournisseurs ont commencé à recevoir des avis polis mais définitifs indiquant qu'aucun paiement ne serait traité avant un examen plus approfondi. Dans l'après-midi, la nouvelle avait commencé à se répandre dans les cercles sociaux de Charleston. Elle n'a pas été publiée dans les journaux, mais elle s'est répandue à voix basse dans la ville, autour des tables des déjeuners et à voix basse lors des vernissages. On disait que la matriarche faisait le ménage. On disait qu'elle avait finalement décidé de ne plus financer les ambitions des autres. Au début, le ton était curieux, voire un peu choqué. Puis il a basculé vers le respect. Les anciens alliés de Harper ont commencé à reculer. Des invitations à son nom, imprimées en lettres dorées, ont soudainement disparu. Une de ses amies les plus proches a reporté un événement caritatif où elle devait se produire, prétextant un conflit d'horaires auquel personne ne croyait. Ce n'était pas personnel, du moins pas ouvertement. Dans ce monde, on préfère s'aligner sur la source de la stabilité. La stabilité venait de changer de main. Ce soir-là,
J'étais assis dans ma bibliothèque, la seule pièce de la maison où la lumière semblait toujours me plaire. L'air sentait légèrement le cuir et le vieux papier. Ruth est entrée avec un fin dossier et l'a posé sur le bureau. À l'intérieur se trouvait une liste qu'elle avait établie. « Voici les personnes qui appellent encore pour prendre de vos nouvelles », a-t-elle dit. « Ce sont celles qui ont demandé de vos nouvelles en premier, pas l'entreprise. » J'ai parcouru les noms. Certains étaient attendus. Quelques-uns m'ont surprise. La liste était plus courte qu'il y a un an, mais chaque nom méritait d'être conservé. Je refermai le dossier et croisai le regard de Ruth. C'est comme ça qu'on joue à long terme. On n'annonce pas chaque coup. On observe. On attend. Et quand on déplace l'échiquier, on le fait discrètement, de sorte qu'avant que quelqu'un ne le remarque, la partie est déjà à nous. Le bureau de Victor sentait légèrement le cèdre et le café. En entrant, il referma lui-même la porte, signe que tout ce dont nous aurions discuté resterait entre nous. Je lui ai dit que je voulais modifier mon testament. La majeure partie de la succession serait reversée à un fonds de bourse pour les femmes issues de milieux sous-représentés souhaitant étudier l'architecture. Lucas recevrait une modeste allocation de subsistance, suffisante pour assurer son confort, mais jamais suffisante pour lui permettre de contrôler l'avenir de qui que ce soit. Victor acquiesça et commença à rédiger le texte avec la précision d'un homme qui comprenait qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Ce soir-là, Ruth s'approcha de moi avec un regard qui trahissait ses réserves. Elle avait entendu Harper parler à un ami au téléphone dans le jardin. Les mots étaient décontractés, mais froids. Harper disait qu'il serait facile de prouver que je dérapais, qu'une déclaration confuse enregistrée pourrait ouvrir la porte à un juge pour me confier mes biens. Elle parlait comme si j'étais un obstacle à déplacer, et non une personne à respecter. Ruth resta silencieuse pendant que je digérais le poids de cette décision. Au matin, j'avais un plan. Chaque conversation que j'aurais eue avec Lucas ou Harper à partir de ce jour-là serait consignée. Chaque soir, je dictais des résumés sur un dictaphone, les datant et les signant avant de les sceller dans des enveloppes pour les dossiers de Victor. Les codes d'accès financier furent modifiés. Les comptes furent transférés vers des institutions aux sécurités renforcées. Ruth coordonna un audit de chaque point d'accès à mes fonds jusqu'aux clés secondaires de la cave à vin. Ce n'était pas la peur qui me motivait. C'était la clarté. Il ne s'agissait pas seulement de protéger mon patrimoine. Il s'agissait de garantir que mon nom, mon travail et mon histoire ne pourraient jamais être réécrits par des personnes qui n'avaient pas mérité le droit de les détenir. À la fin de la semaine, le fonds de bourse était signé et financé. Je quittais le bureau de Victor avec la certitude que mon héritage m'appartenait à nouveau et que personne ne le prendrait sans avoir franchi toutes les portes verrouillées que je venais de construire. On frappa à la porte en fin d'après-midi, alors que le lac était calme et que la lumière avait viré au doré. J'ouvris la porte et vis Lucas, seul. Ses épaules, rentrées dans son costume, étaient froissées comme s'il y avait dormi. Les mois avaient terni son visage. Il disait avoir presque tout perdu. Harper était parti. Des contrats avaient échoué. Des amis avaient disparu. Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié, aux bords usés à force d'être manipulés. À l'intérieur se trouvait un dessin au crayon de son enfance. Un bonhomme allumette de moi en tablier tenant un marteau, avec ces mots « Ma mère est une bâtisseuse et un cœur pour le haut ». Sa voix tremblait lorsqu'il s'excusa, non seulement pour le mariage, mais aussi pour avoir laissé quelqu'un d'autre décider de ce que je représentais pour lui. Je lui ai expliqué que pardonner ne signifie pas effacer le passé. C'est nous donner à tous les deux une chance de construire quelque chose de meilleur. Je lui ai proposé de commencer par participer à l'un des projets communautaires financés par mon programme de bourse. Il a acquiescé et a accepté. En moins d'une semaine, il enseignait les bases du design à un groupe d'écoliers, les aidant à peindre des bancs et à réparer une aire de jeu. Un mois plus tard, nous étions côte à côte sur le chantier de rénovation d'une bibliothèque, observant des bénévoles mesurer des étagères et poncer des encadrements de fenêtres. La lumière entrait à flot par les hautes vitres, capturant la poussière en suspension comme un fil d'or. Je l'ai regardé et j'ai dit qu'il était toujours mon fils. Je lui ai alors demandé ce qu'il pouvait construire. Il a souri et, pour la première fois depuis des années, j'ai cru que nous pourrions trouver une solution, petit à petit.